Bienvenue sur Ici Éco. Pourtant, un document de 33 pages comportant des remarques substantielles sur le projet de réforme bancaire transmis par le gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale, Karim Saïd, a participé à la réunion de la Commission des finances et du budget détenue en milieu de semaine sous la présidence du député Ibrahim Kenran, en présence de 40 parlementaires ainsi que des ministres des Finances, de l'économie et de la justice. Il s'agissait de la deuxième séance consacrée à ce projet au cours de laquelle le gouverneur a présenté ses observations et sa lecture de la crise financière ainsi que des réformes législatives en cours. Il a proposé une vision globale de la crise en mettant particulièrement l'accent sur le projet de loi. Plusieurs développements importants ont marqué cette réunion, notamment l'affirmation que la crise qui traverse ou bien que traverse le Liban depuis 2019 est de nature systémique. Selon lui, toute réforme du secteur bancaire doit clairement identifier les responsabilités et les capacités de chacun. Ce n'est qu'à travers une loi cadre que les parts de responsabilité pourront être réparties équitablement entre l'État, les banques et la Banque centrale. Durant cet épisode, nous explorons les dossiers économiques majeurs, notamment la restructuration du secteur bancaire, les prérogatives de la Banque du Liban, soulignées par son gouverneur Karim Saïd, ainsi que les négociations avec le FMI et d'autres sujets d'actualité, avec Fouad Zmekhoul, qui est doyen de la faculté de gestion et de management à l'Université Saint-Joseph et le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais, et qui a été aussi réélu président du Conseil économique et social CES de l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Docteur Zmekhoul, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi, c'est toujours un plaisir d'être avec toi et surtout à ici Beyrouth. Merci. Pour commencer directement, le gouverneur de la Banque centrale a affirmé que la crise que traverse le Liban depuis 2019 est de nature systémique. Pourquoi cette crise est-il systémique? Regarde tout Pour d'abord. expliquer qu'est-ce qu'une crise systémique. Mais justement, c'est exactement ça. Avant de voir pourquoi et comment, c'est quoi une crise systémique? Une crise systémique, c'est une crise de tout le système, spécifiquement de tout le système bancaire. C'est un effondrement total d'un système bancaire, c'est une perte de confiance, c'est une perte totale des avoirs, surtout des actifs. Donc une crise systémique est une crise générale économique. Aujourd'hui, ce qui change quand il y a une crise systémique et il y a une crise spécifique, ce qui change, c'est que spécifique, ça peut être sur une banque, sur sur des risques. Quand on parle d'une crise systémique, c'est une crise généralisée. Et je redis généralisée, et je pense que ça, nous le savons. Ça a été dit par les plus grands experts. Et aujourd'hui, c'est très clair que le nouveau gouverneur parle d'une crise systémique pour dire qu'il faut réformer tout le système. Donc on ne parle plus d'une banque, ce qui est très important. Oui. Ce n'est pas d'une banque ou de deux ou de trois ou de cinq, mais c'est une crise de tout le système bancaire. Mais aussi, Karim Saïd voulait dire ici que aussi avec le système bancaire, il y a la responsabilité de l'État, de la Banque centrale et des banques. Donc ça repose les trois. Si nous revenons sur la question de responsabilité, finalement, c'est une responsabilité évidemment partagée. Mais tu sais, moi j'ai toujours peur de parler uniquement des responsabilités, parce qu'à la fin, quand on parle, il faut toujours se rappeler qu'à la fin, on a un déposant qui a perdu son argent, qui a été volé, je redis, volé, parce que quand tu mets de l'argent spécifique, quand tu fais confiance à un système et à un État, surtout à un État, et tu perds tout, quel que soit ce qu'on dit, il n'y a rien qui peut ni ramener tous les fonds, ni ramener la confiance qui existe. Donc, toujours, il faut être très délicat sur ça. On est tous des dépositaires. Ouais. Bon, il y a des déposants qui peuvent recommencer à travailler, se reconstruire, et d'autres qui ont tout perdu. C'est pour ça qu'il faut trouver une solution. Donc, voilà, il faut faire très attention sur ça, surtout sur les explications. Mais moi, je pense que tout le moment et tous les efforts doivent être faits pour être franc d'abord avec le dépositaire, dire qu'est-ce qui va être rendu, qu'est-ce qui ne va pas être rendu. Ça, c'est clair. Quelles sont les méthodes, parce que jusqu'à aujourd'hui, et je vais en parler, on n'a pas de méthode extrêmement claire. Je comprends que le gouverneur de la Banque centrale veut mettre les points sur les i. Il a raison. Il veut commencer sur des bases. C'est ce qu'il essaye de faire. Mais je pense qu'il doit y avoir une transparence de tout le système. Je ne parle pas de l'État. Je parle de l'État, des banques, des déposants. Et c'est essayer d'aller en avant pour se reconstruire. Sinon, c'est une perte de temps comme on l'a eu, Maurice, sur les dernières 6 années. 6 années, à mon avis, c'est 6 ans de perte de temps, de perte d'argent et de perte de valeur. Tu sais, d'une façon extrêmement simple. Aujourd'hui, si tu dis tu vas rendre une partie des déposants, on va dire. Mais déjà, tu as perdu la valeur de l'argent sur 6 ans. Sur l'inflation, a perdu plus que 50%, pour ne pas dire 40%. Donc, il faut faire très attention que l'idée, c'est aussi la valeur de l'argent. La Banque du Liban, la Commission des finances et le ministère des Finances s'accordent sur la nécessité d'adopter des lois exceptionnelles. Le projet actuel de réforme bancaire n'est qu'un cadre général.
Êtes-vous d'accord avec cette approche? Écoute, je vais dire oui et non. Je vais dire d'accord, bien sûr qu'il faut des lois, parce qu'il faut des lois pour bien spécifier où nous étions. Déjà, si on va parler d'anciens dollars, de nouveaux dollars, de parler d'avoir un nouveau système bancaire, tu sais, on ne peut pas rebâtir une économie, on ne peut pas bâtir une croissance sans un système bancaire. C'est ça. Et pour rebâtir un système bancaire sur les anciennes lois, c'est impossible. Il faut des nouvelles lois qui protègent le déposant, des nouvelles lois qui disent qu'est-ce qu'on va faire avec les dépôts, parce qu'aujourd'hui, tu vas faire un système bancaire, ben, tu as des dépôts, des dépôts encore gelés, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc évidemment qu'il faut faire des nouvelles lois, évidemment qu'il faut faire un nouveau cadre, mais honnêtement, je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour rebâtir un secteur bancaire, mais surtout, le grand point, c'est rebâtir la confiance. C'est ça. Aujourd'hui, l'argent qui transite ou les dépôts qui sont, ces dépôts qui sont en parking, qui viennent un moment, puis ils vont être rapatriés et autres, où ils vont être directement dépensés. Les dépôts ne restent pas, et ça se comprend. Ça se comprend de façon très claire. Et il y a un point extrêmement important, si tu permets d'ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, le nouveau secteur bancaire qu'on espère reconstruire, il ne peut plus ressembler à l'ancien secteur bancaire d'avant 2019, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est international. Le secteur bancaire mondial de 2025 ne ressemble pas au secteur bancaire de 2019. On parle de digital banking, on parle de beaucoup plus de compliance, on passe beaucoup plus de suivi, on parle d'une agence qui est sur ton téléphone, qui n'est plus une agence que tu visites. On parle d'un nouveau secteur qui est complètement digitalisé, on parle d'un nouveau secteur qui est beaucoup plus, je dirais, audité, beaucoup plus suivi, beaucoup plus rattaché. Donc on parle d'un nouveau système bancaire mondial qui ne ressemble pas au système de 2019. Quant au secteur bancaire libanais, c'est clair que le nouveau secteur ne va pas ressembler à l'ancien, ne serait-ce que sur les dépôts. On va commencer qu'on avait un secteur bancaire qui avait rassemblé plus que 4 fois ton PIB. On avait un secteur bancaire qui tournait à 200 milliards alors qu'on avait 50 milliards de PIB. Aujourd'hui, on a un PIB qui avoisine les 20 milliards, donc en 18 et 20 milliards. Le nouveau secteur bancaire ne pourra jamais être autant que ton PIB. Donc, on parle d'un nouveau secteur bancaire qui va être entre 5 et 10 milliards, pas plus que ça. Donc, on parle d'un secteur bancaire beaucoup plus petit. De tout temps, vous appuyez l'idée qu'il faut protéger les banques. Il ne faut pas faire, ou bien il ne faut pas les pousser à faire faillite. Pour vous, pour toute relance, on a besoin de secteur bancaire. Mais comment protéger? Comment redémarrer avec un nouveau secteur bancaire? Regarde, l'idée de protéger les banques, je suis très, je dirais, cartésien sur ça. Ce n'est pas une sorte de protéger pour dire je protège les banques ou les conseils d'administration. Oui, non. Aujourd'hui, ceux qui parlent de faillite, moi seulement je dis d'une façon. Il y en a qui disent qu'il faut faire sur la faillite des banques. Très bien. Si on suit cette opportunité, on va dire on va prendre tout le secteur, on va faire une faillite. Si l'objectif de faire faillite, c'est pour avoir une vendetta, je peux le comprendre. Bon, ce n'est pas mon style de travail, mais bon, c'est une autodestruction. S'il est le point d'aller faire sur une faillite bancaire pour ramener les dépôts, il faut savoir que si on va vendre tous les actifs des banques aujourd'hui, on ne pourra jamais couvrir plus que 10% sur 10 ans. Parce que quand tu dis je fais faillite, la faillite… Donc c'est pour ça il faut. Donc ça prend des années. Donc moi je parle beaucoup plus d'une restructuration. C'est ça. Aujourd'hui, il y a d'abord les banques qui vont participer aux pertes, les pertes doivent payer, donc ça, il ne faut surtout pas se cacher, pour être très clair là-dessus. Oui. Bon. D'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'il faut que l'État est responsable, et l'État doit aussi participer. Et dans toutes les lois qu'on a vues, ou les projets de loi, l'État s'en lave les mains. L'État, nous, on n'est pas responsable, nous, on est le juge, pas du tout. L'État est une partie prenante, l'État a dépensé l'argent. Expliquez-moi pourquoi l'État est responsable. Regarde, l'État… C'est très clair que le déposant, sa relation avec la banque, il a mis son argent dans la banque. Bon, la banque est allée à la Banque centrale. Donc c'est vrai que la banque a une responsabilité parce que finalement, si on revient sur la division de responsabilités, le déposant a déposé son argent à la banque, donc sa responsabilité entre déposant et banque. Et directement avec la banque. Et ça, c'est un point que je respecte et qui doit être suivi. Par contre, la banque, pour faire les investissements, il faut dire que les banques n'avaient pas beaucoup de choix. Les banques, le seul investissement qu'ils pouvaient, suivant les directives et le suivi de la Banque centrale, était d'aller sur des bons de trésor, sur des rebonds et autres. Bon. Ça faisait le compte des banques parce qu'ils avaient un intérêt qui est plus grand, donc ils gagnaient un delta. Ça faisait le compte de la Banque centrale parce qu'elle avait des liquidités. Et l'État, voyait ces liquidités, s'empruntait de la Banque centrale sans arrêt. Sans arrêt. Il s'empruntait une fois, 2 fois, etc. Donc finalement… Cette banque centrale, elle a prêté à l'État. Donc finalement, qui a dépensé l'argent? L'argent a été dépensé par l'État. Donc normalement, l'État doit rendre à la Banque centrale. Si l'État rend une partie à la Banque centrale est tenue de rendre aux déposants. Donc aujourd'hui, si l'État dit moi je ne suis pas responsable, très bien. Dans la Banque centrale, il y a un trou. Parce que ces dépôts
ils sont toujours dans les bilans de la Banque centrale. Donc aujourd'hui, la Banque centrale ne pourra pas redémarrer si elle reste et elle garde dans son passif, on va dire, toutes ses dettes. Parce que mais le code de la monnaie du crédit est aussi clair en ce qui concerne la responsabilité de l'État pour couvrir tout trou qui existe à la Banque centrale. Voilà, regardez, aujourd'hui, je redis, si l'État ne prend pas ses responsabilités, et je vais redire, va partir une partie de sa dette, ben on est très loin. Moi, j'ai toujours dit que l'État doit participer en priorité et les banques doivent participer. Je redis, les banques vont être obligées de vendre des actifs. Banque centrale et État. Regardez, les banques vont être obligées de vendre des actifs. Les banques vont être obligées. Mais jusqu'à aujourd'hui, Maurice, et c'est très important de le dire, on n'a pas eu un plan très clair, on n'a pas eu une action extrêmement claire. Et moi, je le dis toujours, je suis allé extrêmement loin et surtout avec toi. J'ai dit aujourd'hui, je vais donner un exemple très simple, s'il y a vraiment un objectif de rendre aux déposants. Je dis aujourd'hui, en 2019, on avait comme actif 15 milliards, ce qui équivaut à 15 milliards en or. Bon. Dès que je parle de l'or, levé de bouclier, etc. Seulement, je vais expliquer de façon extrêmement claire. Cet or-là, on n'a rien fait. Cet or-là, aujourd'hui, il vaut 30 milliards. Donc, on va dire qu'il y a eu un gain de 100%, de 15 à 30 milliards. Une des options que je propose, je dis très bien, ben, ce gain, ce n'est pas un gain à l'État, c'est l'État au peuple libanais, parce que c'est un actif qui appartient à tout le peuple. Aujourd'hui, si l'État vend 30% uniquement des bénéfices, et j'insiste, 30% des bénéfices en or, ça nous fait 5 milliards. Aujourd'hui, 5 milliards, si tu les injectes dans le système et tu rends aux déposants, alors là, c'est des choix. Tu dis, je rends aux petits déposants, tu vas rendre 80%, ou on peut être plus, je dirais, correct et dire, je vais rendre 10%. Si on va parler que les pertes sont de 50 milliards, 5 milliards, ça fait 10%, ben, je vais rendre 10% à tous les déposants. C'est des exemples, hein. C'est peut-être plus juste de dire 10%. Bon, tu rends 10% aux déposants, tu injectes 5 milliards dans le système bancaire et dans le système économique, tu remets la roue. Tu vas dire, ce n'est que 10%, oui, mais il ne faut pas oublier que tu as aussi 15% qui est la valeur. Donc automatiquement, tu as augmenté ta valeur de 10 à 25%. On a beaucoup d'autres points. Il y a des terrains. Aujourd'hui, l'État a encore énormément d'actifs. Tu sais, il ne faut pas oublier, on a un des États les plus riches au monde par rapport aux pays qui ont fait des défauts. Parce que l'État, il a encore ses aéroports, l'État a encore toutes ses frontières, l'État a le téléphone mobile qui vaut plus que 10 milliards, hein, le téléphone mobile qui est aussi mal géré par l'État. Donc on est solvable, c'est ça. Évidemment qu'on est solvable. Mais tu es obligé de commencer sur un État qui va refinancer. Quand l'État finance, évidemment, et je réinsiste, les banques doivent financer de la même façon. Si l'État injecte 10 milliards, les banques vont injecter 10 milliards. Si l'État injecte 5 milliards pour commencer, on va injecter 5 milliards. Ce qu'il faut être extrêmement clair avec le déposant, c'est que j'espère qu'une grande partie, pour ne pas dire tout l'argent, va revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va venir par étapes. Et il faut commencer par la première étape. La première étape où l'État va injecter à la Banque centrale, où la Banque centrale va réinjecter dans le système bancaire et on va recommencer à faire travailler la roue économique. C'est clair. Si nous restons, Maurice, sur une économie de 18 milliards, sur un petit PIB, ben, on ne pourra jamais redémarrer cette économie. Et si on ne redémarre jamais l'économie, aucun cent va revenir. Et avec tout ce qui se passe avec le cash économique. Voilà, donc il faut être très clair que ce qui va rendre le reste des déposants. Moi, j'ai parlé de la première partie. La deuxième partie, bon, si c'est les 10 ou 15 en première partie, la deuxième partie viendra du mouvement économique, de la croissance économique, des nouveaux bénéfices, d'un mouvement, d'une confiance. C'est là que ça va repartir. Aujourd'hui, dire qu'un 100% reviendra, je l'espère du fond du cœur, je suis aussi déposant, ma famille, mes parents. Mais je sais que techniquement, ça ne se fait pas. Au fond du cœur, j'ai envie, mais techniquement, c'est mon travail, ça ne se fait pas. Mais il faut aller par étapes. Ça fait 6 ans, qu'est-ce qu'on a rendu? On a fait la circulaire 158 qui paye 400 $. On a fait la circulaire 166 qui paye 150 puis 300 $. Est-ce que ça se suffit? Non. Vous êtes convaincu que l'économie du cash ne peut jamais financer une croissance économique? Attendez. L'économie du cash, ce n'est pas le financement. L'économie du cash est le pire qui peut se passer à n'importe quelle économie du monde. L'économie du cash fait fuir l'investisseur, l'économie du cash casse la croissance et l'économie du cash ne fait qu'attirer, je dirais, les contrebandiers, le financement du terrorisme, le financement de la drogue et autres. Le cash économie est le pire qui peut se passer à n'importe quelle économie. Et encore plus à une économie de 2025, quand on va sur des nouvelles monnaies, quand on va sur beaucoup plus, comme je disais, un nouveau système bancaire qui suit tous les transferts, beaucoup plus de demandes. Donc l'économie de cash nous a déjà menés à la liste grise.
Et l'économie de cash peut nous mener à la liste noire. Ce n'est pas petit. L'économie de cash, je veux bien, en début de crise, sur 6 mois, la FATF et toutes les agences de notation mondiale ont attendu, mais ils ne peuvent pas attendre 6 ans. Ça nous a coûté la liste grise, il ne faut pas l'oublier. On a toujours l'épée de Damoclès qui est au-dessus de notre cou, mais ça peut nous mener à la liste noire. Donc aujourd'hui, l'économie de cash est la pire qui peut se passer. Donc, comment combattre cette Alors, comment combattre ça se combat sur 3 façons. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une volonté politique, parce que sans volonté politique, pour ceux qui ont été financés par cette économie et qui en ont profité, ils sont nombreux ceux qui en ont profité, s'ils vont rester à dormir sur leur laurier, c'est le pire, parce que là, ils savent que toute la communauté internationale regarde. L'économie de cash aujourd'hui nous a coûté que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu un cent d'aucun pays donateur, même du Fonds monétaire. Et aujourd'hui, c'est extrêmement clair que toutes les conditions qui sont mises par le Fonds monétaire, et on en parlera parce que ça a fait partie de ton introduction, ont mis des conditions extrêmement claires, qui est la fin de l'économie du cash, financement du terrorisme, de la drogue et autres. Donc ça, c'est un point extrêmement important. La fin de l'économie de cash, c'est aller revenir sur un système bancaire, revenir sur des cartes de paiement, aller sur des monnaies digitales. Il ne faut pas oublier que la monnaie digitale, et là on parle d'une monnaie digitale, est une demande. Le monde, Maurice, en général, va aller de plus en plus vers les monnaies digitales. Bientôt, on n'aura plus de dollars, ni d'euros, ni de yuan chinois. On sera avec des monnaies digitales. Donc aujourd'hui, c'est un changement. Combattre l'économie du cash, c'est aller vers l'économie digitale qui est beaucoup plus surveillée, beaucoup plus suivie. Et c'est ça que nous voyons dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, le Liban est prêt? Je dirais pas vraiment. Est-ce qu'il y a une volonté? Oui, il y a une volonté du Premier ministre. Il y a une volonté de beaucoup de ministres aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses des partis politiques, de ceux qui ont profité de ce système? Ça va être les premiers détracteurs. Mais finalement, quand le rouleau compresseur marche, quand il y a ces pressions internationales des pays donateurs, du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, ce n'est plus petit. Un des très grands points des réunions du printemps du Fonds monétaire, c'était bien sûr combattre l'économie de cash il faut et le craindre surendettement. la liste grise. Il faut craindre la liste noire. Bien sûr qu'il faut la craindre. Dès le premier jour, on l'a dit déjà quand on parlait, la liste grise est une phase transitoire. La liste grise, c'est dire attention, tu n'es ni noir ni blanc. La liste grise, tu ne peux pas rester… Aujourd'hui, on tend vers… Écoute, je ne vais vais pas être pessimiste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'optimisme qu'on a, il y a une volonté du président de la République, en tout cas du Premier ministre, d'avoir toutes les réformes. Je ne vais pas dire où on tend, on est gris, on est vraiment gris. On a une chance d'aller vers le blanc, mais on a un très grand risque d'aller vers le noir si on n'est pas rapide dans l'exécution. Et là, nous avons vu la rapidité qui se passe au niveau du Premier ministre, des ministres sur plusieurs lois, même qui sont très hâtives, qui vont rapidement. Je peux dire qu'on a été nommé gris, mais on ne peut pas rester gris toute l'année. Tu vois, quand tu es gris, c'est où tu deviens noir, ou tu vas blanc. L'année dernière, si on parle de 2024, tu as 2 pays qui étaient sur la liste grise, qui étaient le Jamaïque et la Turquie, qui sont allés vers la liste blanche. Donc il y a des pays qui sont sortis, et on a d'autres pays, et on sait très bien l'Iran, en grande partie, qui est sur la liste noire, donc complètement coupé du secteur bancaire mondial. Claire. Et ça, franchement, si ça se passe, à Dieu le plaise, c'est la fin du Liban qu'on a connu. Au cours de la réunion, le gouverneur de la dernière réunion de la commission des finances et du budget, le gouverneur a présenté une étude juridique sur l'indépendance de la Banque du Liban et de la nécessité de préserver la cohérence du cadre législatif bancaire. Il a réaffirmé que l'indépendance de la BDL, garantie par la loi sur la monnaie et le crédit, décret numéro 13513 du 1er août 1963, est un pilier fondamental de la structure financière du Liban. Quelle est l'importance de préserver l'indépendance de la Banque du Liban? Écoute, finalement, une banque centrale, normalement, doit être complètement dépendante du système, je dirais, politique, et je dirais interdépendante. C'est-à-dire aujourd'hui, notre banque centrale a été interdépendante, mis à part ce qui s'est passé, et maintenant on reviendra, parce qu'on va dire, oui, mais quand elle a été indépendante, on a vu où nous sommes arrivés, mais il faut rappeler que ce qui s'est passé, parce que souvent plusieurs détracteurs vont dire, il faut se rappeler que dans la Banque centrale, on a 3 représentants du gouvernement. La Banque centrale va directement au Conseil des ministres, va spécifiquement au Premier ministre, au ministre des Finances et autres. Donc l'interdépendance de la Banque centrale est régulée par l'État. Donc ce n'est pas une banque centrale qui est toute seule. Mais il ne faut pas oublier que l'ancien gouverneur avait les mains libres. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que, bon, il a été primé par les plus grandes agences internationales et autres. Les responsables, je dirais les représentants du gouvernement, bon, ou ne faisaient pas leur travail, ou on fait partie du système. Les premiers ministres, les ministres des Finances, tous sont rentrés dans ce système.
Aujourd'hui, pour avoir la monnaie fixe qu'on a eue des 1515 durant les 30 années, c'est vrai que c'était une décision du gouverneur supportée par les présidents, les premiers ministres et tous les ministres qui sont passés. Il ne faut pas oublier, évidemment, que le gouverneur a une très grande responsabilité, qui qu'il soit, mais en même temps, il n'a jamais agi seul. Il a toujours eu des couvertures et un accord. Donc aujourd'hui, notre banque centrale est interdépendante, elle est couverte. Si on suit les lois qui sont appliquées aujourd'hui, c'est-à-dire avoir 3 représentants, avoir les vice-gouverneurs qui sont présents, avoir un système, c'est un système d'interdépendance. Donc aujourd'hui, il y a des pressions pour remettre, je dirais, cette banque centrale encore plus de régulation au niveau politique. Et là, honnêtement, je ne peux que m'y opposer parce que moi, je pense que c'est la politique qui a détruit l'économie libanaise, c'est la politique en général qui nous a amenés où nous sommes. Il ne faut pas profiter de ce qui s'est passé pour dire « Ah oui, on va suivre, mais par contre, il faut mieux appliquer les lois. » Tu sais, Maurice, notre problème, ça n'a jamais été les lois. Notre problème n'a jamais été la restructuration. Notre gros problème, ça a été l'application méticuleuse des lois. Notre gros problème au Liban a été le suivi, ce qu'on appelle le follow-up, parce que le problème, c'est beaucoup plus ça. Nos lois aujourd'hui qui existent sont très bonnes. Enfin, très bonnes. C'est l'application. Ils ont besoin mais le problème, c'est l'application et surtout le suivi. Oui. Donc aujourd'hui, dire je vais réformer pour faire mieux, bon, je veux bien, mais il faut faire très attention. Je ne vais pas réformer pour enlever des prérogatives et surtout pour enlever l'indépendance de la Banque centrale. Nos problèmes qu'on a eus, je redis, nos gros problèmes, ce n'est pas uniquement des lois qui étaient, c'était beaucoup plus sur l'application et surtout sur une zone de confort. Parce que quand on reste 30 ans dans des positions, quand on a les mêmes qui changent et surtout quand on a un système mafieux, entre guillemets, c'est la réalité où on change et tout le monde était d'accord et tout le monde profitait du système. Tu sais pourquoi ça marchait? Parce que tout le monde profitait du système. Quand je dis tout le monde, je laisse nos téléspectateurs eux-mêmes suivre. Donc l'idée, il faut faire très attention. On a un nouveau gouverneur qu'il faut supporter. On a un gouverneur qui a toute la bonne intention, qui est très discret mais qui suit, qui a bien négocié avec le Fonds monétaire, qui a bien fait ses tours. Il faut pousser pour rebâtir la Banque centrale, mais surtout il faut avoir une Banque centrale forte parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la Banque centrale qui va négocier avec l'État pour ramener une partie des prêts. C'est la Banque centrale qui va repayer la dette aux banques pour que les banques payent aux déposants. Donc aujourd'hui, on parle d'un point angulaire extrêmement important et surtout pas de rentrer sur des restructurations qu'on n'a pas assez bien étudiées encore. Ah, c'est ça. L'étude de Karim Saïd est structurée en 2 volets. Le premier traite du principe d'indépendance de la Banque du Liban et de son lien avec l'unité de ses organes internes ainsi que de l'importance de la non-ingérence du pouvoir exécutif. Le second met en lumière les risques de fragmentation législative présents dans le projet de loi adopté, soulignant les contradictions avec les principes fondateurs de la BDL. Saïd soutient que toute réforme du système légal doit renforcer et non affaiblir l'indépendance de la BDL. Vous êtes d'accord? C'est exactement ce que je disais. C'est exactement ce que je disais de façon différente, sans avoir suivi ce code, qu'aujourd'hui, la Banque centrale, les banques doivent être indépendantes, doivent être régulées par un système, je dirais, exécutif, sans avoir d'ingérence dans tous les points. Donc vous êtes d'accord que pour envisager une réforme sérieuse, il faut préserver l'indépendance institutionnelle de la BDL. Il ne faut pas préserver, il faut insister parce que si on perd l'indépendance de la Banque centrale, on perd la Banque centrale. Et si on perd la Banque centrale, on perdra tout nouveau secteur bancaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu une mauvaise expérience à un moment déterminé, mais aujourd'hui, il faut suivre un peu ce qui se passe mondialement. On ne peut pas aujourd'hui être coupé d'un arbre. Aujourd'hui, on appartient à l'économie mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, qui sont en train d'aider dans les régulations, ne vont jamais accepter une banque centrale qui est dépendante d'un système politique qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas donné les résultats demandés. Ce même système politique qui est responsable de la délapidation des fonds de Paris 1, Paris 2, Paris 3, de toutes les conférences qui ont été organisées pour le Liban. Donc je réinsiste, oui, il faut garder l'indépendance de la Banque centrale. Il faut revoir les régulations, non seulement de la Banque centrale, mais suivant les régulations internationales qui ont changé. Là, je suis parfaitement d'accord qu'il faut s'adapter. Et en même temps, il faut se rappeler, et je réinsiste parce que je vais le rappeler, que notre Banque centrale a été indépendante, a été interdépendante, mais elle a toujours été régulée par un État. Et le crash où on est arrivé, dont la responsabilité vient sur la Banque centrale, mais autant sur l'État qui était complètement régulé et qui faisait partie du système. Actuellement, la BDL appelle le Parlement et la Commission des finances à adopter un ensemble de lois d'urgence essentielles à la mise en œuvre du plan final. Cette démarche exigera donc des concessions et sacrifices économiques de toutes les parties sans exception. Quel type de sacrifice économique
le gouverneur envisage-t-il? Tu sais, Maurice, jusqu'à son aujourd'hui, dernier sur discours. les 6 années qu'on a passées depuis la crise, personne aujourd'hui n'a eu le courage de regarder en face ses déposants et autres et dire voilà, ça c'est les pertes et voilà comment on va faire. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on va sur des titres très grands. Oui, les dépôts sont sacrés, nous allons rendre, je veux bien toutes ces promesses, mais les mêmes qui font ces promesses, c'est les mêmes qui faisaient les promesses pour combattre la corruption, c'est les mêmes qui ont fait des promesses depuis des années, donc on peut très bien savoir où vont mener les promesses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que quelqu'un ait une très grande, non seulement responsabilité, mais courage. Courage du président, courage du Premier ministre, courage du gouverneur, qui dit voilà, voilà où nous sommes, voilà ce que nous pouvons faire, mais surtout avec des actions. Parce qu'aujourd'hui, un plan sans action ne mène nulle part. Moi, quand j'ai proposé la vente des 30% des bénéfices de l'or, ce n'est pas parce que j'ai envie de vendre de l'or, parce qu'il faut une action. Il faut que ce déposant sente qu'il y a quelque chose qui lui revient, plus que les circulaires 50, 158 et 166. Les 300, Donc quand nous disons aujourd'hui les sacrifices, oui, tout le monde doit savoir qu'il y a eu des pertes. Et aujourd'hui, les pertes, moi je veux bien, si je suis déposant, et je suis déposant, je préfère bien accepter ma perte, mais avoir quelque chose en retour, que dire moi j'accepte ma perte et je n'ai rien, et j'aurai dans 2, 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, la valeur du chèque bancaire dépasse pas les 15%, ce qui est un drame. Aujourd'hui, on fait face à la plus grande, je dirais, le plus grand braquage de l'histoire mondiale qui ne s'est jamais passé dans le monde. Aujourd'hui, je pense que l'objectif doit être de relever les rentrées du déposant. Alors je dis bien, au lieu de 15, 20, 25, 30, on peut y arriver rapidement, et que le reste soit divisé pour les prochaines années. Et ce reste-là qui va revenir ne pourra être payé qu'à travers une nouvelle croissance. Donc, mais il faut avoir aujourd'hui un apport de fonds. L'apport de fonds, que ce soit la vente d'une partie des gains de l'or, la vente de télécom, la vente de certaines, je dirais, actifs de l'État. C'est comme ça que l'État va mettre l'exemple et va agir d'une action. Si c'est simplement un plan, je pense que les déposants sont fatigués, tout le monde est fatigué et on n'arrivera pas. Donc quand il dit prendre des sacrifices, c'est très honnêtement qu'il y a quelqu'un qui prend cette boule de feu. Tu sais, moi j'appelle ça une boule de feu, qui est en train d'être lancée d'une plateforme à l'autre. Personne ne veut venir prendre cette décision très claire. Pourquoi? Bon, d'abord parce que quelle que soit la décision, ça ne va pas être une décision qui va plaire à tout le monde, qui ne va pas plaire. La deuxième, il ne faut pas oublier qu'on est dans des années électorales. Donc, que ce soit les électorales municipales, les élections législatives. Donc, aujourd'hui, la politique en général ne vont pas, oui, mais ces politiques ne vont pas prendre aujourd'hui des décisions qui pourront affecter leurs résultats. Donc, aujourd'hui, on vient sur une période difficile. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir des politiques qui ne sont pas aujourd'hui candidats pour prendre des décisions courageuses et en toute transparence dire la vérité et aller sur des actions très claires. Lors d'une visite au siège de la Banque du Liban à Beyrouth, le président de la République, le général Joseph Aoun, a souligné la nécessité pour la BDL de jouer pleinement son rôle pour restaurer la confiance dans le système bancaire libanais, défendre la monnaie nationale et fonctionner de manière transparente et sans ingérence politique. Lors de cette rencontre, le gouverneur Saïd a affirmé au président que la coopération entre lui et ses adjoints était harmonieuse et que l'orientation du travail resterait guidée par les lois en vigueur, loin de toute influence politique et ou confessionnelle. Il a également affirmé que la BDL est pleinement prête à remplir ses fonctions conformément à la loi du monnaie et de la monnaie et du crédit. Quelle est l'importance de telles rencontres? La visite du président Joseph Aoun à la Banque centrale, les déclarations dans ce contexte, etc. Ben, tout d'abord, évidemment que c'est des visites beaucoup plus psychologiques et morales. Finalement, le président est dans son palais présidentiel et des réunions exécutives se passent en conseil des ministres ou autres. Aujourd'hui, c'est des visites. Vous voulez transmettre un message? Voilà, ces visites, c'est beaucoup plus des messages, comme nous avons vu, pour combattre la corruption. Donc aujourd'hui, le président, c'est assez rare, visite la Banque centrale, c'est spécifiquement pour dire que je suis là pour supporter évidemment la Banque centrale, supporter les réformes et rappeler que j'ai un œil extrêmement clair sur la Banque centrale, sur les dépôts. Donc on a un président actif, on a un président de la République qui a de très bonnes volontés, qui veut aussi aller rapidement, il veut essayer d'appliquer son discours d'investigature, ce qui est extrêmement important. Donc c'est des messages toujours directs et indirects, mais en même temps de support à la Banque centrale, à son gouverneur. Il ne faut pas oublier que le gouverneur a eu son soutien aussi, il ne faut pas aussi oublier le rappeler, donc c'est aussi du soutien, mais en même temps un message bien sûr aux banques, au secteur bancaire, à la communauté internationale que je suis là, j'ai un œil vigilant
sur la Banque centrale et bien sûr un pouvoir, parce que bien sûr que le pouvoir ultime revient au président. Donc c'est plusieurs messages en même temps, mais beaucoup de support et beaucoup d'actions, parce que cette action du président et ses messages directs et indirects donnent des résultats. On est toujours dans un vent d'optimisme, on est dans un vent de positivisme, mais il est temps de transformer cet optimisme et ce positivisme en un plan stratégique et surtout par une action à court terme, moyen terme et long terme. Fouad Mekhoul, vous êtes doyen de la faculté de gestion et de management à l'Université Saint-Joseph, président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais Midel. Toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi et j'espère de bonnes nouvelles pour la suite. Espérons. Et surtout un très bon été florissant, parce qu'un petit point qu'un bon été remènerait quand même un système. Donc on est très optimiste pour la suite. Bien voilà mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur les réseaux sociaux. Au revoir.